Sur l'affaire LVMH et Tiffany's, les raisons qui sont invoquées par le ministère des Affaires étrangères pour bloquer ou pour demander à LVMH de se retirer de cette opération ne sont pas totalement inédites. Les États ont toujours eu des différends les uns avec les autres et c'est vrai qu'ils instrumentalisaient aussi l'arme économique pour y parvenir. D'ailleurs, dans cette logique, on a les Français qui, suite à l'échec européen, souhaitent mettre en place ce qu'on a appelé une taxe GAFA, donc qui toucherait d'abord les entreprises du numérique américain, et les Américains ont menacé tout de suite de sanctions et d'appliquer des droits de douane et des taxes sur les produits français. Et officiellement, c'est en réaction à ça et c'est pour se donner des instruments de négociation que le ministère des Affaires étrangères aurait demandé à LVMH de renoncer à son offre. Donc c'est pas totalement inédit, c'est par contre assez culotté si c'est le cas qu'un gouvernement d'un pays, d'un petit pays comme la France, qu'un gouvernement français s'oppose frontalement aux États-Unis qui sont aujourd'hui, on le sait, l'hyperpuissance économique et surtout qui sont dotés d'instruments extrêmement forts pour imposer leur vision des choses. On pense à l'extraterritorialité de certaines réglementations américaines en particulier. Il y a somme toute un deuxième scénario qui se dessine dans le contexte, c'est qu'on sait qu'avec la crise du Covid, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont perdu de la valeur, dont le cours en bourse a chuté, et Tiffany's en fait partie. Et en fait, l'accord qui avait été passé entre LVMH et Tiffany's se basait sur le prix d'une action avant cette crise du Covid, et devient de fait une très mauvaise affaire pour LVMH. Donc on imagine bien qu'LVMH veut renégocier cet accord, ne veut pas payer trop cher une entreprise qui a perdu beaucoup de valeur, veut faire une bonne affaire. Donc on peut imaginer, mais là c'est assez unique et c'est assez intéressant de l'évolution de notre modèle capitaliste, on peut très bien imaginer que cette entreprise ait demandé une aide à l'État français ou à un ministre ou un ministère français pour justifier l'annulation de cette opération, ou en tout cas justifier, mettre dans la balance des éléments qui permettent d'ouvrir la renégociation de cette opération en sachant que cette renégociation n'allait pas être perçue de manière positive de l'autre côté de l'Atlantique. Et là c'est assez unique parce qu'on se retrouve en présence d'une entreprise qui est suffisamment puissante, qui a suffisamment de poids et de pouvoir et d'influence pour pousser, si tel était le cas et si c'est ce scénario qui était la réalité des faits, pour pousser un État à un moment donné, en l'occurrence l'État français au travers du ministère des Affaires étrangères, à intervenir et à rédiger une lettre, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, pour demander à cette entreprise d'annuler la transaction. Donc ça, ce serait assez nouveau et assez inquiétant quelque part, parce que les gouvernements, les États dans des démocraties sont élus par le peuple, alors qu'une entreprise, c'est une entreprise privée, c'est un acteur privé qui n'a aucune légitimité politique dans un pays. On assiste depuis 5-6 ans à une reprise des fusions-acquisitions. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première raison peut-être, c'est la montée en puissance des entreprises chinoises et la conséquence qu'en tirent un certain nombre d'entreprises ailleurs qu'en Chine, en Europe ou aux États-Unis, que face à ces mastodontes chinois, il faut absolument grossir. On a aussi l'influence des GAFAM américaines et de ces grandes entreprises américaines, et c'est vrai qu'en Europe, on est plutôt en retard en termes d'intégration. On a plutôt des entreprises qui sont plus petites. D'ailleurs, quand vous regardez les grands classements internationaux dans tous les secteurs d'activité, en tête de liste, vous avez toujours eu les américaines et les européennes qui suivaient, et puis vous voyez monter en puissance et occuper les premières places, vous voyez monter les chinoises. Et donc aujourd'hui, dans les 10 premières, les 10 plus grandes entreprises mondiales dans un certain nombre de secteurs, vous avez des américaines et des chinoises, et puis des européennes, mais de manière plus modérée. Donc on a cet aspect-là, cette volonté de suivre cette vague d'intégration, cette vague de montée en puissance de ces très grandes entreprises. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est aussi le fait que depuis la crise de 2008, les marchés financiers abondent de liquidités. Les banques centrales ont émis et ont battu monnaie, et donc il y a des liquidités, des taux d'intérêt
en conséquence de cela qui sont extrêmement bas, une facilité à s'endetter. Donc très clairement, il est facile d'obtenir des financements pour racheter une entreprise. Or, racheter une entreprise, ça peut vouloir dire grossir face à des concurrents qui sont déjà très gros, ça peut vouloir dire aussi racheter un concurrent qui nous menace et l'intégrer dans notre giron. Enfin, il y a plusieurs stratégies qui justifient qu'une entreprise s'intègre. Donc on était déjà dans ce mouvement de fusion-acquisition. Il y a un autre élément très important, c'est qu'on est dans une période de révolution technologique, la révolution digitale. On parle beaucoup de la 5G, mais au-delà de la 5G, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout un ensemble de technologies qui sont en train d'émerger et dans lesquelles les entreprises ont besoin d'investir, tous secteurs confondus. Il y a également, au-delà du digital, il y a également la transition énergétique qui oblige aussi à innover vers des technologies qui sont moins disantes, qui gèrent mieux la consommation énergétique d'un certain nombre de process industriels ou de process de production. Donc on a tous ces éléments qui déjà depuis 5 ans poussaient les entreprises à investir massivement de diverses manières, mais aussi dans des fusions et des acquisitions entre elles. Donc ça existait déjà. Que se passe-t-il avec le Covid-19? Bien, avec le Covid-19, il y a un phénomène assez nouveau qui vient s'ajouter à cette démarche. C'est le fait que vous avez des entreprises qui ont perdu beaucoup de valeur, parce que en difficulté du fait de la pandémie et du confinement et de la crise économique qui s'ensuit. Et à l'inverse, vous avez des entreprises qui ont beaucoup gagné, on a vu toutes les valeurs du numérique à la bourse de New York en particulier, qui ont pris énormément de valeur et donc qui ont aujourd'hui du cash et qui peuvent racheter ces entreprises en difficulté. Avec en plus une double idée par rapport à ces entreprises en difficulté. La première idée, c'est que certaines d'entre elles, certes en difficulté, détiennent des technologies, détiennent des process d'innovation qui peuvent rapporter beaucoup d'argent une fois que la situation économique se sera rétablie. Et il faut bien imaginer que on ne sait pas ce qui va se passer dans cette crise, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les acteurs économiques, et en particulier les marchés financiers, anticipent une reprise assez rapide et sont assez confiants de manière assez étonnante et d'ailleurs discutable sur une reprise rapide. Et en plus, ils sont dans une situation où ils ont encore plus de liquidités qu'avant la crise du Covid, du fait des plans de relance, du fait des politiques monétaires très accommodantes face à cette crise. Donc il y a ce premier aspect. Il y a peut-être des bonnes affaires à faire parmi les entreprises qui sont en difficulté. Et puis le deuxième aspect, c'est un aspect de redéfinition pour un certain nombre d'entreprises de leur périmètre d'activité. Et là aussi, il y a de bonnes affaires à faire, l'argent est facile, et donc c'est peut-être le moment d'acheter. Peut-être qu'une fois que l'économie se sera redressée, ces entreprises vont retrouver leur valeur et on aura fait de très bonnes affaires. Donc voilà, on n'est pas dans une logique de rupture en matière de fusion-acquisition, on est plutôt dans une continuité par rapport à ce qui se passait par le passé, mais très clairement, on se rend compte aussi que bien la crise du Covid a renforcé un certain nombre d'éléments incitant un certain nombre d'entreprises à tenter d'acquérir ou de fusionner avec d'autres entreprises. Alors, sur le protectionnisme, le repli sur soi, le retour de l'État comme stratège en économie, le retour aussi du concept de souveraineté économique, effectivement, le Covid-19, la pandémie, là aussi accélère des tendances qui étaient déjà perceptibles par le passé. Alors, pour ce qui concerne les fusions-acquisitions, bien ça a un effet très spécifique, c'est qu'on voit les États depuis le mois de mars, partout dans le monde, et c'est très notable en Europe. L'Europe qui a toujours été, l'Europe c'est le marché unique, et donc c'est la libre circulation des capitaux partout en Europe. Et c'est vrai que jusqu'à très récemment, le contrôle des investissements étrangers devait être justifié par des enjeux de sécurité, de défense, d'ordre public, et était extrêmement encadré en Europe. Même s'il se renforçait, il restait extrêmement encadré. Au début du mois de mars, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que la Commission européenne elle-même, donc le gardien du temple en fait, en matière de politique de concurrence, en matière de contrôle et de limitation du contrôle des mouvements de capitaux en Europe, eh bien la Commission européenne, par un rapport publié sur le site de la Commission, mais aussi par un discours qui a été prononcé au tout début du mois de mars par Madame von der Leyen, donc la présidente de cette commission, a demandé
aux États, expressément aux États, de protéger leurs intérêts économiques dans des secteurs clés pour lutter et pour répondre à la pandémie qui s'annonçait. Et ces secteurs clés, c'était la santé, c'était la recherche médicale, c'était les biotechnologies et les infrastructures critiques. Donc, elle a ouvert la boîte de Pandore, cette commission, en disant aux États, attention, attention, il faut arrêter d'être naïf, et c'est exactement les termes qui ont été employés, et même si on est très attaché à la libre circulation des capitaux en Europe, il faut somme toute se protéger, mettre en place les instruments pour se protéger. Il n'en fallait pas moins, dans un contexte européen de prise de conscience des États, qu'un certain nombre d'investisseurs étrangers peuvent avoir d'autres intérêts que le seul investissement dans une entreprise, il n'en fallait pas moins pour inciter nombre d'États à soit réviser leur réglementation de contrôle des investissements directs étrangers en contrôlant plus largement et un nombre de secteurs beaucoup plus important. Par le passé, on contrôlait essentiellement la défense et la sécurité, donc en contrôlant beaucoup plus largement les terres, l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé, les technologies de la santé, les infrastructures critiques en incluant un nombre de plus en plus important d'infrastructures, donc de renforcer ces réglementations, de renforcer ces contrôles. Par le passé, on contrôlait essentiellement une entreprise quand elle investissait, qu'elle prenait le contrôle d'une autre entreprise, donc on avait des quotas de 50% qui avaient diminué à 33% puis à 25%. Un certain nombre de pays aujourd'hui en Europe n'hésitent plus à contrôler tout investissement qui concernerait et qui viendrait à prendre plus de 10% du capital ou des droits de vote d'une entreprise. Donc on voit qu'on a vraiment resserré les mailles du filet et que le filtrage des investissements étrangers est extrêmement important. Mais au-delà de ce contrôle, de ces réglementations de contrôle, on voit aussi, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus insidieux et pourtant ça se multiplie, on voit aussi un certain nombre d'États prendre des parts dans un certain nombre d'entreprises pour les protéger de rachat par des entreprises étrangères. Et ce qui est peut-être un peu inquiétant au niveau européen, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas hésité à franchir le pas de contrôler aussi les investissements directs étrangers quand ils concernent des entreprises européennes, des acteurs européens. Donc au niveau européen, se met en place un mécanisme de filtrage. Il démarre au mois d'octobre 2020, qui devrait permettre un échange d'informations et permettre d'éviter un certain nombre de débordements qu'on est en train d'observer ces dernières semaines, mais la tendance est là. Et la tendance est extrêmement forte, vise essentiellement des investisseurs étrangers hors Europe, alors les Chinois bien évidemment, mais aussi des investissements américains ou d'autres pays, mais on s'aperçoit que ça pourrait aller beaucoup plus loin si les pays européens ne négociaient pas entre eux, ne s'échangeaient pas des informations, parce qu'on est vraiment dans une logique de reprise en main par l'État d'un certain nombre d'activités économiques.